François de la Rosière est diplômé des Beaux-Arts de Marseille et fonde en 1999 l'association La Machine, qui intervient pour la construction de décors de théâtre, manèges et machines de spectacle. Vous allez voir que ce matin est très différent, évidemment, d'hier après-midi pour l'inauguration, où nous allons d'une certaine manière avoir une imagination en marche. Et je parle à dessein de marche, puisque c'est le mouvement qui anime particulièrement François. En tant que directeur artistique de la compagnie, il n'a de cesse d'explorer l'art des machines, donc en mouvement, et leur capacité à susciter une émotion chez le spectateur. En 2003, François de la Rosière et Pierre Auréfils créent les Machines de Lille pour accompagner le renouvellement urbain de la pointe ouest de l'île à Nantes. Cet équipement touristique, culturel, inauguré en 2007, ouvre la voie aux Machines de Ville, architecture mobile et pérenne qui dynamise l'espace urbain. 2005, il crée également au réaménagement architectural du Channel, scène nationale de Calais. 2013, il invente le projet Les Animaux de la Plage à La Roche-sur-Yon, et ainsi de suite. Je veux dire par là qu'en 2018, par exemple, il crée Astérion le Minotaure et ouvre à la Halle la Machine à Toulouse. En 2019, c'est le Dragon de Calais. En 2020, il est d'ailleurs reconnu officiellement puisqu'il est nommé officier des arts et des lettres par le ministère de la Culture. François est également un scénographe, un metteur en scène. Il a ainsi initié le grand répertoire Machine de spectacle, une exposition spectacle présentée entre 2003 et 2006. Il crée différentes structures, différentes organisations, différents spectacles, différentes scènes, à la fois en France, mais aussi à l'étranger. On pense au Japon, à l'occasion du 150e anniversaire de l'ouverture du port Yokohama. On pense également à 2018, une nouvelle création, Le Gardien du Temple avec un Minotaure. Fin 2019, François de la Rosière qui met en scène Le Dragon de Calais, et ainsi de suite. Je ne vais pas tous les parcourir parce que c'est aussi l'enjeu de sa présentation, justement, de pouvoir partager avec vous pourquoi, d'où vient et comment son imagination se met en place. Je tiens simplement à préciser rapidement que la plupart de ces aventures artistiques ont donné naissance aussi à des ouvrages, carnet de croquis et réalisations, La Machine, spectacle, ou encore Bestiaire, machines et ornements. François, c'est un plaisir, un honneur que vous nous faites de venir partager votre imagination, ce que vous faites auprès de nos étudiants. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement François de la Rosière. Donc bonjour. Donc François de la Rosière, mon parcours est assez simple. J'ai fait des études agricoles, j'ai passé un bac technique agricole et à l'issue de ce bac, plutôt que de continuer dans l'agriculture, je me suis orienté vers les beaux-arts. J'ai fait 6 ans de beaux-arts à Marseille et parallèlement, j'ai appris à l'école de la vie à construire, souder, faire de la menuiserie, sculpter, modeler. Ce qui fait que mon expression principale, qui est le dessin, se nourrit de ma technique et de mon savoir-faire. Alors, on a un petit 45 minutes, 1 heure à passer ensemble. Je vais vous parler du travail de la compagnie sur un exposé qui va être pas mal nourri d'images et de petites vidéos. Et je vais vous présenter ce qu'est la compagnie La Machine, fondée en 1999. Alors, le travail de la compagnie est un travail au départ de théâtre de rue. Théâtre dans l'espace public, c'est vraiment notre terrain de jeu. Et ce travail dans la rue concerne aussi l'architecture. Les objets que je dessine et que l'on fabrique, je les nomme des architectures en mouvement. Et ce travail d'architecture en mouvement dans la rue, dans l'espace public, nous a un peu emmenés vers l'urbanisme, vers la transformation des villes, l'accompagnement du développement d'un quartier, d'un centre-ville, d'une ville moyenne, ou alors de simplement révéler l'aménagement d'une rue. Parce que le fait de s'exprimer sur l'espace public révèle l'espace public, les places, les rues, les bâtiments, comme un décor de théâtre. Vous verrez dans les petites vidéos que je vais vous montrer, on lève les yeux et ces machines, qui sont souvent de grande taille monumentale, de plus petite taille, nous ouvrent les yeux sur l'environnement. Alors, ce qui m'intéresse avant tout, le travail de recherche que mène la compagnie La Machine s'intéresse au mouvement. Alors pourquoi le mouvement? Parce que
Le mouvement, pour moi, c'est l'expression de la vie. Un corps, une chose en mouvement va vous sembler vivante. Si cette chose s'arrête de bouger, si un être s'arrête de bouger, ben c'est probablement qu'il est mort. Enfin, au bout de quelques heures ou quelques jours, il ne se passe vraiment plus rien. Et pour moi, le mouvement incarne la vie. Et je me suis rendu compte, en construisant des objets à partir de moyens de transmission, par le mouvement, qu'on peut créer un langage que l'être humain va lire assez aisément. Notamment, ce langage s'attache à la fréquence, à l'amplitude d'un mouvement et à sa vitesse. Par exemple, un clignement de paupières peut se faire rapidement, à ce moment-là, c'est un réflexe, ou se fermer doucement. On a l'impression que l'être s'endort. Et ce langage du mouvement devient vraiment un langage émotionnel. Alors, on utilise un assemblage de matière inerte pour fabriquer de l'émotion à partir de machines. Ces machines ne sont pas des robots, ce sont vraiment des objets manipulés. Nos machines qui sont apparues dans des grands spectacles, et elles ont, au bout d'un moment, elles sont devenues machines de ville. Elles se sont installées durablement dans les villes. Donc, à travers quelques exemples qui vont venir, je vais vous raconter cette histoire de machines de spectacle et de machines de ville. Alors, pour construire une machine, pour que je puisse dessiner un objet, ben, je pars de l'observation de la nature. Déjà, il faut avoir l'idée. L'idée se puise dans l'histoire, en fait, du lieu. C'est en marchant dans les paysages que je me nourris, que l'idée vient, puisque je ne me souviens pas de mes rêves quand je me réveille le matin. Et à partir de cette idée, par exemple, on décide de fabriquer une girafe. Là, je reviens un petit peu sur cette girafe. C'est une commande de Jean-Luc Courcoul, qui était metteur en scène de la Compagnie royale de lutte, qui me demande pour l'an 2000 de fabriquer une girafe qui allait descendre les Champs-Élysées. Pour faire ce dessin de la girafe, il fallait que j'observe la nature, la biologie de l'animal, la grâce de ses mouvements, mais aussi son squelette et ses particularités physiologiques. La girafe est un animal très particulier. Elle a le cœur le plus puissant de la nature, avec tellement puissant, puisqu'il faut emmener le sang jusqu'au cerveau, qu'il y a une réserve de sang dans laquelle le cœur puise, un peu comme nos machines hydrauliques sont conçues. Alors, j'ai eu la chance d'aller dans un zoo, de filmer une girafe au galop, puis en marche, et j'ai pu, photo par photo, en arrêtant le bouton pause sur la télévision, décrypter le synoptique de la marche de la girafe, en repérant les amplitudes, la position des axes des os. J'ai pu décrypter exactement la marche de la girafe, et nos ingénieurs, nos constructeurs, nos constructrices se sont servis de ce synoptique pour concevoir la machine qui fait 12 mètres de haut, qui pèse 38 tonnes et qui peut cracher de l'eau, respirer, déféquer, uriner, se coucher, se lever, passer de la marche au galop. Alors, la première grande machine de l'île, la première grande machine que l'on a construite et qui s'est installée durablement dans les villes est l'éléphant. J'en parlerai tout à l'heure. Je vais vous parler un petit peu du dessin. Le dessin est important dans le processus de fabrication parce que c'est pour moi une manière de formaliser une image mentale, mais aussi de dialoguer avec ce qui va se jouer sur la feuille. Un assemblage de traits, de courbes. Et quand je dessine, après m'être documenté, intéressé à la nature, je ne sais jamais ce que va devenir le dessin. Je pars d'une idée, avec quelques exemples, des sources, des photos, des images, des sculptures, des objets. Et à partir de cet objet, le dessin m'emmène vers là où je ne m'attendais pas à aller souvent. Parce que dessiner, c'est comme sculpter ou comme écrire une musique. Vous déposez les premières lignes et ensuite s'enrichit. Le projet s'enrichit d'une sorte de musique supplémentaire. Et le dessin dans notre processus de travail n'est que le point de départ de l'aventure. C'est la première pierre, la base. Si on compare ça à une architecture, ça va être les fondations de la maison. Les objets que l'on fabrique, qui peuvent mesurer 12 mètres de haut et peser plusieurs dizaines de tonnes, ne sont pas... Je ne pourrais pas les faire seul. Donc, je m'appuie sur l'expertise, la connaissance et le savoir-faire de femmes et d'hommes qui ont une compétence, une sensibilité, et qui vont se nourrir de ce dessin comme un point de départ, et par leur savoir-faire, vont enrichir le projet au-delà de ce que moi j'aurais pu le faire. Donc c'est avant tout une histoire humaine
et une histoire d'équipe. Ce qui m'intéresse, en fait, dans toute cette aventure, c'est pas absolument de faire des machines qui sont robotisées, c'est pas d'avoir un résultat, mais c'est de créer un processus vertueux qui va pousser les équipes à se dépasser, à travailler dans la même direction, à travailler ensemble, dans le plaisir, dans l'apprentissage de la connaissance, dans le partage de savoir-faire, et que le vivre devient une aventure absolument extraordinaire. Et si l'aventure est bonne, le résultat est bon. Par contre, si l'aventure est mauvaise, le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Et pour moi, il ne s'agit pas de forcer les choses, mais vraiment de les accompagner un peu comme un chef d'orchestre va orchestrer des musiciens ou des danseurs. Ça veut dire que pour moi, le processus compte plus que le résultat. Et le résultat est bon si le processus est bien. Alors, je vais vous parler un peu de nos spectacles. On a des spectacles de différentes dimensions. Ici, vous avez derrière moi une araignée qui inaugure à Reims le tramway qui vient de transformer tout le cœur de la ville. Et l'araignée est apparue sur la cathédrale de Reims. Ici, on est à Liverpool pour une répétition le long d'un bâtiment énorme. Les manipulateurs vont descendre en rappel vers l'araignée, puisqu'à Liverpool, l'araignée est apparue un matin de septembre 2008 sur un immeuble près de la gare centrale. Et les habitants de Liverpool se sont réveillés avec cette énorme araignée comme ça accrochée au bâtiment. Ouh là là, j'ai oublié de brancher mon ordinateur. On va remédier tout de suite à ça. Donc à Liverpool, et cette araignée géante, réveillée par une équipe de chercheurs, des scientifiques de la compagnie La Machine, ont réveillé cette araignée qui s'est déplacée pendant 4 jours dans la ville. Et ça a mis le focus sur Liverpool, qui était capitale culturelle européenne, et qui avait une image un petit peu de ville un petit peu dépassée, et ça a révélé Liverpool aux yeux du monde. Alors je vais vous parler un petit peu de l'expédition végétale, qui est un engin, alors c'est un spectacle de la compagnie, c'est un engin aéroporté composé d'une serre végétalisée, d'un aérostat avec 5 ballons, d'hélices horizontales et verticales, posés sur 4 pattes. Et cet engin volant voyage à travers le monde avec à bord un équipage de 11 chercheurs en tenue d'hélicoptère qui ont fait une découverte incroyable. Ils ont réussi à capter l'énergie électrique qui circule dans les végétaux pour charger des batteries, ce qui rend l'engin autonome en énergie. L'engin atterrit dans la nuit, on ne sait pas quel jour, à quel endroit et à quelle heure, et le matin, les habitants ouvrent leurs fenêtres et tombent sur cette machine qui atterrit, posée au milieu de la ville. Les gens s'approchent du site, ils regardent en l'air, ils voient l'engin volant, mais qu'est-ce que c'est? C'est une exposition Alors les scientifiques répondent non, on a atterri cette nuit à 2 h du matin dans des conditions un petit peu compliquées. Il y avait du vent. Bah non, mais ça vole pas votre truc. Ah si, ça vole parce que les ballons se gonflent, les hélices tournent, etc. Et au bout d'un moment, on finit par croire que ça vole. Et à ce moment-là, les questions du public, c'est mais alors c'est incroyable, mais vous venez d'où? Et à ce moment-là, le théâtre se joue en relation en fait directe avec les questions du public, un théâtre d'improvisation. Et le spectacle dure pendant 4 jours et 4 nuits. Alors là, il y a une petite vidéo qui vous montre l'engin volant, l'Aérofloral 2, qui a atterri à Rennes. Alors le matin, on réveille les plantes en douceur, en émettant des sons qui leur rappellent en fait le lieu d'où elles viennent. Alors c'est notre phytomusicologue. Donc tout le monde est là. C'est la réunion hebdomadaire. Ce matin, l'atterrissage, comme vous le savez, s'est fait à 3h48. Et la journée d'aujourd'hui est destinée à l'installation du campement. Tout d'abord, je vais quand même faire une présentation de notre équipe. On est une équipe de chercheurs et de scientifiques de toute nationalité. Le principe physique qu'on a découvert, c'est du phytovoltaïsme. Alors qu'est-ce que c'est que le phytovoltaïsme? Le soleil, il éclaire les plantes. Il y a une réaction chimique qui se fait dans les plantes et elles créent de l'énergie. Elles prennent de l'énergie dans le sol, de l'eau, des aliments, et après elles poussent. D'accord? Nous, on récupère une partie de cette énergie pour en faire de l'électricité. Tu peux me faire passer le téléphone portable?
On a un problème avec une plante là. Faut du massage sonique. Allô, ton mari préconise un massage sonique. Bon, c'est bon. C'est bon. On la perd, commandant, on la perd. Elle est perdue là. Pour moi, elle est perdue. Alors, la production électrique n'est pas la même pour toutes les plantes. C'est pour ça qu'on voyage aussi autour du monde, à la découverte et à la recherche de nouvelles plantes. On a un phytomusicologue qui peut vous indiquer qu'est-ce qu'il vaut mieux produire comme son pour qu'une plante s'épanouisse. Je sais pas quelle heure il est. Bon. On va peut-être tenter de démarrer. Là, il faut que j'appelle l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais s'ils nous autorisent à décoller, on charge avec des crochets tous les bacs qu'on emmène avec nous. Et qu'on redépose là où, un peu comme un escargot avec sa maison, on va dire. Donc là, on a l'exemple d'un spectacle qui dure 4 jours, de 8 h du matin à 10 h du soir. Et là, je vais vous parler de projets qui s'installent plus durablement dans les villes, notamment le plus emblématique est le projet des machines de Lille. Ça se passe au cœur de l'agglomération nantaise, environ 600 000 habitants, avec une île qui a accueilli pendant très longtemps les chantiers navals. Le chantier naval s'est déplacé vers Saint-Nazaire et ailleurs dans le monde, notamment en Asie. Et l'enjeu est de transformer cette île qui est au cœur des 24 communes qui forment l'agglomération en un lieu vivant, puisque là, on est face dans les années 2000 à une friche industrielle. Et avec Pierre Auréfis, on propose d'installer sur cette île un bestiaire et l'urbaniste Alexandre Chemetov, en charge de l'aménagement de ce territoire, on propose d'installer un bestiaire de machines qui va habiter et occuper l'île de Nantes. Et l'aventure commence par, en 2007, l'arrivée du grand éléphant de l'île de Nantes. Un éléphant qui pèse 50 tonnes, qui vit depuis maintenant une quinzaine d'années dans l'espace public, et qui peut embarquer dans son ventre et sur son dos 50 visiteurs qui vont voyager comme ça sur l'île de Nantes, alors qu'à droite et à gauche, les écoles naissent, les bâtiments se développent, les rues se forment. Une façon de rendre l'espace public plus vivant et de faire en sorte que la greffe urbaine prenne plus rapidement. Alors là, ce petit film raconte la naissance en fait, du grand éléphant et sa première présentation au public. Cet instant, nous en parlions, nous en rêvions, et là nous entendons ses premiers souffles, ses premiers pas. Alors, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Avec vous, je m'adresse au premier-né des machines de l'île de Nantes. Bienvenue au grand éléphant de Nantes et vive Nantes! À l'époque, on inaugurait, on lançait les bateaux devant plusieurs milliers de personnes. Et ce qu'on a voulu faire, c'est faire naître l'éléphant en ouvrant le rideau immense de notre atelier, comme un rideau de théâtre, et avec les 100 constructrices, constructeurs qui ont fabriqué, accompagné l'éléphant pour sa première sortie. Et 50 000 Nantais sont venus voir la première sortie du grand éléphant. Ce qu'ils vont découvrir depuis le dos de l'éléphant, c'est la ville en train de se transformer, quoi. Et ce qui va changer beaucoup, c'est que d'année en année, la même promenade, quoi, va être la découverte de cette transformation de la ville.
Donc ça, c'était en 2007, hein, première sortie du Grand Éléphant. Et en 2012, on inaugure le carrousel des mondes marins, qui est sur le parcours de l'éléphant. Le public peut embarquer dans l'éléphant, puis débarquer dans le carrousel des mondes marins, qui est un manège de 25 mètres de haut et 25 mètres de diamètre, dédié à l'univers marin, puisqu'il est situé à la limite entre la Loire maritime et la Loire fluviale. C'est un pont qui délimite ce terrain de jeu entre la mer et les mouvements de l'eau et de la Loire, devant un des sites les plus emblématiques, qui est l'ancien port de Nantes, le quai de la Fosse. Alors c'est un manège construit un petit peu comme un théâtre shakespearien, avec, pour adultes et enfants, dans lequel on peut embarquer à plusieurs, une ou deux familles, et les éléments de manège sont manipulés par le public. Ce qui fait que ceux qui attendent de monter sont face à un spectacle dont le public qui pratique devient acteur. Il y a ce jeu comme ça, acteur-spectateur, qui va s'opérer dans une fosse de presque 15-20 mètres de hauteur. On a le monde des grandes profondeurs, avec certains animaux qui vont s'enfoncer dans le sol et se retrouver dans la salle des machines, les abysses et puis les éléments flottants en surface. Cette attraction foraine a été nommée l'attraction la plus originale du monde par un organisme américain en 2014. C'est une façon pour nous de se réapproprier l'univers forain, cet univers qui est absolument incroyable et qui est né il y a quelques siècles, et de le réinterpréter de façon un petit peu plus contemporaine. Pour le projet des machines de l'île de Nantes, ça fonctionne par phase. On pensait en faire une phase tous les 2 ans. Finalement, ça a été tous les 5 ans. Et la phase suivante concerne un projet qui s'appelle l'Arbre Héron, qui est un arbre de 50 mètres de diamètre, 35 mètres de haut, qui abrite des jardins suspendus, un bestiaire mécanique, et en son fêtage, 2 hérons géants, notamment, qui peuvent embarquer 25 personnes pour un vol à 45 mètres de haut. Les hérons feront 16 mètres d'envergure. Le premier projet a été dessiné dans les années 2000, et le dernier dessin, le 3e dessin, a été fait en 2022. Voilà, le projet a évolué pendant 20 ans pour finalement être débouté par la maire de Nantes, qui a décidé de ne pas mener à bien finalement ce projet et de ne pas continuer à construire l'objet. Je vous montre un petit film sur la conception de cette machine assez complexe. Il pèsera presque 1500 à 2000 tonnes. Ce projet est à la fois une grande construction, mais ce n'est pas un bâtiment, mais il a des fondations. C'est un manège, mais c'est une sculpture. Ça n'a pas de façade, mais ça doit respecter certaines normes. Donc tout ça est très compliqué. On y travaille. Notre exercice, c'est vraiment de partir du dessin de François de la Rosière, aller vers une modélisation numérique et intégrer petit à petit l'ensemble des contraintes techniques complexes et nombreuses qui s'appliquent à un projet aussi unique que l'Arbre Héron. En quelques chiffres, l'arbre il fait 35 mètres de haut, 55 mètres de diamètre. On est sur une belle structure qui fait environ 1500 tonnes d'acier. C'est des jardins suspendus, ça veut dire qu'il accueille toute une nature dans ses branches. Et un bestiaire associé, donc on y trouvera toute une forme de vie à la fois végétale et animale mécanique à une vingtaine de mètres de hauteur. Et on a notre grand héron qui vole au-dessus de nos têtes à 45 mètres de hauteur. Il fait 16,50 mètres d'envergure, aile déployée.
on a des problématiques particulièrement intéressantes qui sont celles des étais, donc des lianes qui tombent des branches, qui viennent aider l'arbre à développer ses branches à l'horizontale. Si on fait un arbre qui est porté par des poteaux, on ne fait plus un arbre, on fait un arbre porté par des poteaux. Du coup, on vient chercher à calquer la nature, on éclate ça en plusieurs brins. Et finalement, d'ailleurs, on s'est rendu compte en creusant que ça avait des intérêts structurels, puisque ça venait stabiliser le poteau sur la hauteur. Mais du coup, c'est plus compliqué, on vient cintrer des tubes, on vient chercher des formes organiques, qui sont tous différents, et donc c'est un énorme casse-tête structurel au global. Nous, notre cocktail de problèmes techniques, il est tout à fait unique, et donc on a vraiment dû mettre en place une équipe unique pour faire ça, qui est spécifique à toutes les questions qu'on a creusées. Alors, je vais vous parler d'un autre projet, c'est le projet des animaux de la place, et ça se passe à La Roche-sur-Yon, à peu près une petite heure de Nantes. Et la ville, initiée par Napoléon, est à l'exemple des premières villes nouvelles, hein, ville exemple, préfecture exemplaire qui devait accueillir la poste, l'éducation, tout ce que la Révolution française et la démocratie a emmené. Et la place centrale, qui était à l'origine une place d'armes, était assez désertée. Et la ville n'a pas été vraiment finie comme elle le devait et perdait des habitants et les commerces fermaient. Et la ville a décidé de refaire cette place en créant une espèce de salon. C'est Alexandre Chemetov, avec qui j'avais travaillé sur l'île de Nantes, qui a gagné le concours et qui m'a invité à raconter une histoire et à monter un projet avec lui. Et on a laissé courir le bruit que sous une planche à papillons d'un collectionneur local, on a retrouvé un manuscrit qui date de l'époque napoléonienne qui stipule que Napoléon a invité les savants de la campagne d'Égypte à venir s'installer à La Roche-sur-Yon. Et on aurait vu un bestiaire mécanique, place Napoléon, qui aurait disparu à l'édification de la ville. Et on invite dans le journal les Lyonnais, qui est une ville de 60 000 habitants, à venir voir le premier coup de pelleteuse. Ça va durer 1h30 un samedi soir. Donc les pelleteuses arrivent et débarquent sur la place. Une famille, hein. On va dire que le papa, c'est la grosse pelleteuse de démolition. La maman, c'est la petite pelle orange un peu plus rapide. Et puis les 3 frères et la toute petite sœur. Les pelleteuses arrivent et friment et montrent ce qu'elles savent faire. Puis s'endorment. La toute petite pelleteuse vient réveiller la maman et décide de mettre tout le monde au travail. Il y avait dans la ville ceux qui étaient pour la transformation de la place, c'est ceux qui étaient contre, parce que cette place c'est aussi un symbole historique. Donc les pelleteuses se réveillent et sous les yeux des habitants commencent à creuser et à défoncer littéralement le sol. Alors ce qui va choquer ceux qui sont contre le projet, mais qui va faire plaisir à ceux qui sont pour. La musique est jouée depuis le kiosque à musique qui sera conservé sur la place. Mais il nous arrive un petit problème pendant le spectacle. Voilà. On arrache un câble électrique et une conduite d'eau explose, ce qui plonge complètement tout le centre-ville dans le noir. Devanture de magasins, rues, éclairage public, la ville est dans le noir, blackout. Alors, ceux qui sont contre le projet sont contents, parce qu'on a foré, mais ceux qui sont pour sont tristes et malheureux. Heureusement, on a un éclairage de secours. Toutes les pelleteuses se mettent à creuser à l'endroit où l'explosion s'est produite.
qu'est-ce que c'est que ce truc? Cette caisse doit faire au moins 10 mètres de long. Regarde ce que j'ai dans la main. Ce sable. Je ne pense pas me tromper en disant que c'est du limon du Nil. Tu sais ce qu'il faut faire. Faire appel aux 2E2A. À toi. On y va. Alors les 2E2A, c'est l'équipe d'extraction aérienne archéologique. Des spécialistes qui étaient évidemment prêts à intervenir avec une grue, qui vont débarquer sur le théâtre du chantier et on va sortir cette caisse du sol. Un peu comme un cadeau qu'on découvre avec le public. Préparation de l'ouverture du coffrage périphérique. À toi. Et donc on ouvre cette caisse à 10 mètres de hauteur, sous les yeux du public. Et on découvre à l'intérieur un crocodile du Nil de 9 mètres de long, probablement issu du bestiaire lié à la campagne d'Égypte, même si on a sur sa tête un moteur d'essuie-glace. Les bords de la caisse deviennent le socle et on dépose la relique archéologique au sol. On installe des flambeaux et puis à l'issue du spectacle, on enlève les rubalises qui maintenaient le public. Le public va pouvoir s'approcher de la relique et en profiter comme un peu une découverte archéologique. Et pendant que le public commence à rentrer chez lui, retourner au parking, une pelleteuse sans musique continue à creuser de son côté. Et alors que le spectacle est terminé, on fait une deuxième découverte hors spectacle avec une deuxième caisse. Donc ceux qui partaient s'arrêtent, regardent. Une façon de dire aux habitants de La Roche-sur-Yon, attention, attention, l'histoire ne fait que commencer, elle n'est pas finie. Et c'est une perche du Nil en tôle émaillée que l'on découvre et que l'on pose aussi sur la place. Alors dès le lendemain, dès le dimanche matin, on enlève tout le dispositif scénique du spectacle et on installe autour de la place des palissades que j'avais dessinées et 4 belvédères, parce que le vrai chantier de transformation de la place va commencer avec les vrais ouvriers et les vrais engins de travaux publics pour creuser les 6 bassins qui seront plus tard définitivement installés sur cette place. Et le chantier commence, comme ça s'est passé à la radio, à la télé, les gens viennent voir les découvertes, la perche du Nil et le crocodile. Et un mois plus tard, dans une grange qui devait être détruite pour l'élargissement d'une rue dans l'agglomération nantaise, on découvre un autre chantier archéologique avec un dromadaire installé dans cette grange qui va être détruite. On récupère le dromadaire après que les écoles et les journaux en aient parlé, et on la ramène sur la place. Et pendant un an, c'est 12 animaux qui vont être découverts un petit peu dans toute la ville, dans les différents endroits où finalement on creuse et où on fait des travaux. Pendant que les vrais ouvriers, eux, réalisent vraiment l'aménagement de la place qui va durer une année complète. On identifie sur la durée de tout ce chantier les moments emblématiques les plus représentatifs qui pourraient être révélés, et on s'en sert pour faire régulièrement des spectacles durant toute l'année. C'est-à-dire qu'on demande aux entreprises de ranger un petit peu mieux que d'habitude, et le week-end,
le chantier devient un établissement recevant du public, devient un théâtre, et on invite notamment au moment où on va par exemple avant de remplir les bassins d'eau, on va faire un petit spectacle dans les piscines vides avec un acoustique très particulier, avec la symphonie mécanique, qui sont des machines qui émettent des sons et qui jouent avec des musiciens classiques. Donc le chantier se passe, au fur et à mesure, les animaux sont installés, le projet avance, on récupère... alors voilà, ça, par exemple, ça c'est l'invitation qu'on fait aux habitants pour ce petit concert dans les bassins avant qu'ils soient à jamais remplis d'eau avec cet acoustique particulier. Et on découvre dans l'ancienne poste qui devient l'office du tourisme, un ibis sacré, une loutre, un hippopotame, etc. On fabrique pendant ce temps-là des postes de commande qui vont permettre au public gratuitement d'aller réveiller à terme ces animaux quand ils seront installés. Et un an plus tard, on inaugure avec un second spectacle qui s'appelle Le Réveil des animaux, où on vient réveiller les animaux pour la première fois, qui rentrent vraiment, on va dire, en exploitation, et on forme les habitants le lendemain à la manipulation de ces animaux. Alors le crocodile, par exemple, est immergé, et on peut actionner le crocodile en faisant sortir de l'eau. Il va cracher de l'eau sur les touristes qui sont devant. Et on forme aussi les employés municipaux, qu'on va appeler des vétérinaires, au travail de maintenance de ces machines, et ils le font en direct en racontant une histoire. C'est-à-dire que la maintenance et l'entretien de ces objets au quotidien fait partie du spectacle quotidien. Toujours sur les projets d'aménagement urbain, mais souvent qui commencent par un spectacle, et le projet de Calais, le Dragon de Calais. En 2019, on lance une petite légende disant que les grands travaux d'élargissement du port ont décelé une pierre sacrée qui rendait hermétique le monde souterrain du monde de la surface, le monde souterrain étant habité par des titans et des géants. Et un dragon profite de cette erreur humaine pour sortir et venir s'introduire et s'immiscer dans notre monde. Les Calaisiens découvrent un dragon un vendredi matin, enfin au petit matin, échoué sur la plage de Calais. Le dragon fait 35 mètres de long, il pèse à peu près 75 tonnes et il a la capacité de transporter sur son dos une cinquantaine de personnes, un peu comme l'éléphant. Le dragon de Calais se réveille et évidemment se dirige vers la ville. Alors ça effraie un petit peu les habitants qui le voient un petit peu comme un intrus. Et les habitants érigent des barricades, essayent de lui bloquer la route, créer des murs d'eau, des murs de feu, mais le dragon est plus fort. Au bout de 2 jours, ils se rendent compte que, ils sont moins forts que le dragon, et que le dragon est en fait curieux. Il va voir les habitants aux fenêtres, il joue avec le public et il aime bien la musique. Il décide de changer de stratégie et de l'apprivoiser avec la musique. Ce qui, au bout du 3e jour, est acquis, et lors d'un grand final qui va se passer sur la plage, le dragon, charmé par le lieu, décide de rester durablement à Calais. Lors de ces grands spectacles, c'est intéressant, c'est que les voitures sont chassées du centre-ville et la ville devient un immense terrain de jeu. Et je vous invite à regarder comment les bâtiments deviennent vraiment un décor de théâtre à ce temps, comment la ville devient un théâtre. Alors, Calais, c'est 60 000 habitants, l'aglo à peu près 120 000. Et le soir du final, c'est 100 000 personnes qui se réunissent pour assister à la dernière scène du spectacle. Et le dragon décide de s'installer durablement, et quelques jours plus tard, il commencera à embarquer du public sur son dos. Le projet n'est pas fini à Calais, il continue. Après le Dragon de Calais, nous sommes en train de construire, ça vient d'être voté là récemment par le conseil municipal, un Varan de voyage qui est une machine de plus petite taille, 6 mètres de haut, 10-15 mètres de long, et qui pourra embarquer 25 personnes et qui pourra s'immiscer dans le flux de circulation, qui va croiser les mouvements du dragon sur la plage, parce que Calais a refait sa plage qui fait 2 km de long.
Et encore plus tard, dans quelques années, une famille d'iguanes va s'installer dans les vieux forts, le fort Risban, le fort Niolet, qui sont des forts magnifiques, mais qui ne sont pas utilisés encore pour le tourisme. Et ces habitants risquent de réveiller ces forts et de permettre d'élargir l'offre culturelle et touristique de Calais, sachant que le but, au final, c'est d'avoir Calais envahi par ces sauriens, ces dragons, et de créer, de faire changer un peu l'image de Calais, puisqu'elle est préhantée par la crise migratoire et les problèmes de conflits que génère cette crise, en oubliant que c'est une ville comme les autres et que les habitants ont le droit d'avoir une vie normale. Et de toute façon, Calais a toujours été le cœur de passage vers l'Angleterre. Une autre aventure, cette fois-ci, c'est une aventure de spectacle. Ça s'est passé en Chine en 2014, il y a 10 ans exactement. C'était le 50e anniversaire de la réouverture des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Et l'ambassade de France nous a invités à faire un grand spectacle en Chine. Et on a créé, pour l'occasion, un longma, un cheval-dragon, une créature mythique chinoise, traditionnelle, qui a débarqué à Pékin. Alors on l'a fait voyager par le plus gros avion, puisqu'on a à peine eu le temps de le construire avant le spectacle. Et on a joué pour la première fois à Pékin un grand spectacle de rue qui a duré 4 jours et qui a eu un succès assez important, puisqu'on en a parlé dans toutes les télés nationales. Et c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont venues voir ce spectacle. Je vous montre une courte vidéo qui raconte cette aventure. Le spectacle s'inspirait d'un mythe millénaire chinois, le mythe de la genèse, de la création du monde, et de la déesse Niua, protectrice et créatrice de l'humanité, mais qui à un moment sauve, après le combat des dieux, la terre qui est en péril. Un trou dans le ciel s'est ouvert et les hommes sont dévorés par les bêtes féroces, les incendies, les pandémies, les inondations, et elle brûle des roseaux pour créer des digues, etc., etc., et puis elle sauve les hommes. Et je suis parti du principe qu'avec la pollution, notamment à Pékin, la terre était de nouveau en péril, et donc elle envoie son émissaire, Longma, pour essayer de résoudre le problème et sauver les hommes une seconde fois. Mais dans ce trou dans le ciel s'immisce l'araignée maléfique qui vient essayer d'empêcher Longma de mener à bien sa tâche. Donc c'est ce combat entre l'araignée, qui représentait un petit peu la France, et Longma, la Chine, qui s'est joué pendant 4 jours. À terme, l'araignée se prend au piège dans sa tempête de neige, et Longma, ému par sa bravoure, vient sauver l'araignée, et ensemble, ils arrivent à refermer le trou dans le ciel. Je vais vous parler un petit peu du Minotaure, qui est un autre exemple. Le Minotaure, les habitants de Toulouse sont réveillés en 2018 avec un Minotaure endormi place du Capitole, une araignée sur l'Hôtel-Dieu, un bâtiment emblématique, l'ancien hôpital, et un temple sacré, le temple Capitole, au bord de la Garonne, sur un lit de sable. Le Minotaure s'est retrouvé perdu dans Toulouse, qui est une ville qui ressemble un peu, qui est une ville monochrome, qui ressemble un peu à un labyrinthe, qui est la ville aussi, qui est le berceau de l'aéropostale, de l'aéronautique. Le Minotaure va pendant 4 jours essayer de sortir de ce labyrinthe,
Et aidé par sa demi-sœur, Ariane, incarnée par l'araignée, il va recevoir des ailes venues du ciel et réussir à sortir de la ville. À l'issue de ce spectacle, le Minotaure s'installe durablement dans un quartier de Toulouse, au bord d'une piste aéronautique, la piste mythique d'où s'envolait Mermoz, Saint-Exupéry pour emmener le courrier en Amérique du Sud. Et il s'installe durablement à Toulouse. Aujourd'hui, on peut venir voir le Minotaure sous la casquette de la halle de la machine, où il vit durablement. Il embarque sur son capitole de voyage, sur son château qu'il a sur le dos, une cinquantaine de personnes plusieurs fois par jour. Alors il y a un petit film qui dure 1 minute et demie qui raconte cet opéra urbain que j'ai raté d'ailleurs, le film. Je ne sais pas pourquoi il aurait dû passer normalement. Bon, ben, vous ne le verrez pas, je crois. C'est pas très grave. Voilà, donc le film, c'est un opéra urbain qui a duré pendant 4 jours et c'était l'opus 1. Et aujourd'hui, la ville de Toulouse, la métropole, nous invite à rejouer un grand spectacle en octobre qui remettra en scène le Minotaure, l'araignée, et avec une surprise derrière. Ah, c'est peut-être celui-là. Voilà, c'est celui-là le film. Pardon. Lors de ce spectacle, l'agglomération fait à peu près 1 million d'habitants et on a eu en 4 jours 1 million de visiteurs, de spectateurs qui sont venus voir le spectacle. L'histoire était distribuée un peu comme un opéra. On avait un livret d'opéra qui circulait dans les bars, dans les restaurants. Et le public pouvait suivre au fur et à mesure l'aventure qui était contée par un ténor. Aujourd'hui, le Minotaure vit durablement sur une ancienne piste d'atterrissage, un ancien aéroport qui aujourd'hui est désaffecté et qui est un lieu vraiment mythique qui marque le début de l'accélération des échanges et de la mondialisation. On y a construit un bâtiment de 5000 m² couvert qui s'appelle la halle de la machine et qui accueille notre écurie de machines. On y fait quotidiennement un spectacle permanent que j'appelle la Grande Impro, avec 40 salariés permanents, une centaine de véritables machinistes qui interviennent tous les jours pour réveiller et mettre en mouvement ces machines. Ici, on joue le dîner des petites mécaniques, qui est un énorme dîner où la cuisine faite par un grand chef local est servie avec des machines. On va programmer des spectacles. Le lieu est une exposition vivante permanente visitable tous les jours. Mais on va utiliser aussi l'espace public, les extérieurs, pour y faire des grands événements ou des grands spectacles. On a eu la chance, en 2022, d'accueillir pendant presque une année Longma dans la halle, et on a fini sur la piste par un grand spectacle qui mettait en scène Longma, notre araignée géante et le Minotaure, et 80 000 personnes sont venues profiter de ce spectacle. On y programme aussi des concerts. On a un événement récurrent qui s'appelle Mécanique Paradise où des grands groupes, des grands DJ viennent jouer et on profite de ce terrain de jeu pour mettre en mouvement les machines autour du concert, au service des invités. Et ça a lieu au mois d'octobre tous les ans.
Voilà. Je termine sur Mécanique Paradise et merci de votre écoute. Merci infiniment. Merci. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Merci infiniment, François. Je vais appeler les étudiants qui ont préparé leurs questions à me rejoindre sur scène. Si vous pouvez venir, venez. Vous pouvez vous lever, venir jusqu'à moi. Ça se passera très bien. Et en attendant, vous pouvez prendre le micro et venir vous asseoir. Il y a un autre micro ici. Je dois vous dire que je suis absolument submergé d'émotions et à quel point on peut être ébahi. Je cherche mes mots, pour être franc avec vous, de voir ce que vous avez mis en place, ce que vous avez mis en œuvre, le partager avec nous est quelque chose de formidable. Merci beaucoup. Il y a une petite question avant peut-être de laisser la parole. Vous n'avez pas parlé de votre inspiration. À quel endroit vous trouvez une inspiration? Alors, la dernière fois que j'ai pu ressentir une telle émotion ici, avec une personne qui était venue, c'était Luc Schuiten. Je ne sais pas si vous voyez, mais qui effectivement venait parler avec ses émotions de ses constructions. Et je pensais à Vaucanson en vous voyant, je pensais à Tinguely, par exemple, qui était cela. Vous n'avez pas parlé de cette inspiration-là. À quel endroit ça peut se trouver? Puis ensuite, on va passer la parole aux étudiants. Rapidement, en fait, comme je ne me souviens pas de mes rêves, mes rêves ne nourrissent pas mon imaginaire. Donc, je dois me confronter au lieu, à l'espace, pour que l'idée vienne. Par contre, l'inspiration, je crois qu'il faut vraiment faire confiance à sa première intuition, quoi, presque une intuition d'enfant. En fait, si je marche et que l'idée, un serpent me vient à la tête, je fais très attention à ça. Parce que je pense que c'est un mélange entre ce que me renvoie le lieu, ma culture, ce que demande le projet. Donc, cette intuition de départ, c'est un peu la clé c'est le point de départ. C'est la flamme la veilleuse qui va allumer le reste. Et sinon, moi, mon inspiration, c'est vraiment la nature directement. Je suis plus proche d'un Gaudi ou de cette époque où la photo n'existant pas, on allait observer la nature directement pour s'en nourrir et s'en inspirer. Puisque je ne cherche pas à reproduire la nature, mais j'analyse, je regarde la nature, elle va évoquer, elle va m'inspirer, elle va me donner envie de créer un mouvement, et j'interprète la nature pour en faire des machines vivantes, grosso modo. Une espèce de biologie mécanique. Si je voulais imiter la nature, ce serait un échec parce que, un, elle est inimitable, et deux, elle est tellement extraordinaire et complexe qu'on n'y arrivera jamais. Donc, j'invente un autre univers pour permettre d'ailleurs aux spectateurs de l'apprivoiser, en quelque sorte. Voilà, comme si quand on découvre une nouvelle espèce, on a envie de la découvrir, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Mais donc, je ne m'inspire pas d'artistes existants, rarement, peut-être certains architectes comme Eiffel qui m'intéressent pour la structure. J'aimais cette époque où l'esthétique rejoignait les forces et les efforts. J'aime bien cette architecture complète où les tensions deviennent lieu d'ornement, où la rencontre des matériaux. C'est un peu mon univers. Hello. Yes, it's working. Hello. Even from the presentation we saw just now, it's really tough to translate your vision to the general audience, and we've seen it being created so well, which really makes me wonder, how do you really perceive the world? How do you have your creativity, or how you perceive the world? Is it something that happens in the spur of a moment, or something that's constantly in your mind as you look at things around you? J'ai besoin un peu d'aide là, parce que ça va un peu vite en anglais pour moi, je suis désolé, mais... on est d'une autre génération quand même. La question est assez proche finalement de celle que je proposais en termes de questions, à savoir à quel endroit, où est-ce que c'est effectivement en regardant autour de vous, dans quelle mesure est-ce que vous trouvez votre inspiration et c'est un peu plus que l'inspiration, il y a une notion de... je cherche le mot, quelque chose qui peut être aussi inner inspiration, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, quelque chose qui peut vous inspirer, qui peut vous grandir, qui peut d'une certaine manière aller chercher au plus profond de vous-même. J'en ai un peu parlé. Tout d'abord, j'aime la rencontre humaine. C'est-à-dire que j'ai fait les beaux-arts et j'étais plutôt destiné à devenir un plasticien.
et à travailler tout seul dans mon atelier, faire de la vidéo et de la performance. Et le théâtre de rue m'a fait bifurquer vers une aventure collective. J'aime la rencontre à différents niveaux. J'aime la rencontre avec une institution qui va venir me voir et me dire « Voilà, on est un quartier, ça fait 20 ans, il n'arrive pas à prendre. Vous n'avez pas une idée pour rendre ça plus vivant, l'espace public ?» À ce moment-là, je vais aller dans le quartier, regarder, aller voir les habitants, les historiens, les commerçants, regarder ce que les politiques veulent faire sur les 20 prochaines années et trouver une idée. Ça me nourrit en fait. Et cette idée, ça va être un rêve le plus simple, hein, une histoire de ce qu'un enfant pourrait inventer. D'ailleurs, il y a plein d'enfants qui fabriquent des machines aujourd'hui, qui les dessinent, et ça me fait super plaisir, quoi. C'est aussi une alternative à l'écran et à la vidéo. Et ensuite, je pense que j'aime dessiner, et qu'en dessinant, au moment où je dessine, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de l'écriture et qui me transcende avec concentration et qui m'emmène vers une aventure qui va devenir collective. Et ensuite, le gros du travail, c'est pas le dessin, c'est vraiment le travail avec les équipes, constructeurs, constructrices, ingénieurs, pour mener à bien cette aventure. Et ce que je parlais du processus, c'est vraiment la clé pour moi. On passe 75% du temps éveillé au travail, de notre temps éveillé, 75% durant toute une vie. Si on ne fait pas de ce temps un temps merveilleux, épanouissant, enrichissant, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Voilà. Donc, pour moi, ce temps-là, c'est la clé de la création. Il y a une petite précision dans la question qui est posée. Est-ce que, qui est un peu plus philosophique ou qui prend un peu plus de hauteur, est-ce que c'est la façon avec laquelle vous percevez le monde? C'est pas vraiment la façon par laquelle je perçois le monde, c'est plutôt ce que j'aurais envie que le monde devienne. C'est-à-dire comment intervenir. Je pense que l'espace public, qui est cet interstice situé entre le lieu de vie, le lieu de consommation et le lieu de travail, est vraiment le centre de l'humanité et des rencontres humaines. Et c'est de ça qu'on veut faire un théâtre. Parce que aller dans une salle, une salle de cinéma, une salle de théâtre, on se prépare à l'émotion, on sait que ça va commencer, on va avoir de l'émotion et que ça va s'arrêter, qu'on va rentrer dans la vraie vie. Moi, ce que j'aime, c'est cette incursion de l'imaginaire dans la vie réelle, parce que je pense que la vie réelle doit être plus drôle, plus vivante, plus inspirante, plus amusante. C'est pour ça que j'appelle ces objets ou ces aventures des perturbations émotionnelles, positives bien sûr dans le bon sens du terme, mais j'aime bien cette idée de nous perturber. Vous sortez du métro, comme ça s'est passé à Hangzhou près de Shanghai. On passait près d'une rame de métro, les gens sortaient en masse et tombaient sur le Longma qui était là, en train de les regarder et leur cracher de l'eau au-dessus. Ils s'en souviendront toute leur vie. Voilà, c'est des moments comme ça qui sont pour moi des moments clés et qui nous ouvrent un petit peu l'esprit, l'art dans la rue, quoi, l'art dans la ville. Bonjour monsieur, merci pour votre présentation. Moi, ma question concerne la ville. Et ce qu'elle représente pour vous. Vous nous avez parlé de tous vos spectacles qui sont encore aujourd'hui des spectacles puisque vous les faites vivre un peu au quotidien. Et donc ma question est la suivante. Est-ce que les villes sont pour vous des lieux de spectacle? Est-ce qu'elles sont des musées à ciel ouvert ou est-ce qu'elles sont des terrains de jeu? Enfin, que sont les villes pour vous en fait? Pour moi, la ville, si on construit des villes, c'est parce qu'on a envie de s'y rencontrer. Donc, la ville, pour moi, c'est un lieu d'échange. Voilà. Et nos interventions dans l'espace public, notamment par exemple sur l'île de Nantes, était désertée. Quand les chantiers navals ont fermé, ça a été une blessure énorme pour les milliers d'ouvriers qui travaillaient. Ça a été vraiment un traumatisme pour la ville et l'activité économique a chuté totalement. Et l'île de Nantes est restée une espèce de friche industrielle pendant 10-15 ans. Et les gens n'y allaient plus. Et le fait de relancer un projet urbain sur l'île de Nantes, il fallait quand même des actionnaires. C'est pas parce que vous créez des bâtiments que les gens vont venir y habiter et y vivre. Imaginez une ville, vous sortez et personne dans la rue. Est-ce que vous avez envie d'y rester? On va dans les villes parce qu'on va à la rencontre des autres, on va se nourrir de l'autre. Et pour moi, c'est ça la ville. Donc créer les conditions de donner rendez-vous, de se retrouver, créer une ville qui est pratiquée, où le citoyen a vraiment une place. On fabrique souvent, par exemple, nos urbanistes et architectes fabriquent
des places, et puis pour pas que les gens, les SDF s'installent, ils plantent des arbres, ils mettent des bancs, du mobilier urbain, mais finalement ça empêche toute action. Et moi je pense que la ville c'est vraiment un terrain de jeu, un terrain d'expression. Alors Barcelone l'a réussi en installant de l'art un petit peu partout, Nantes le réussit pas mal aussi avec le projet des machines de l'île de Nantes, et Estuaire aussi, ces sculptures dans la ville un peu partout. Voilà, pour moi la ville c'est un théâtre en fait, hein. C'est un théâtre. Merci. Bonjour monsieur, moi j'avais une question, vous avez parlé de vos idées et donc de l'origine de vos idées, mais j'avais une question plus générale sur est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir le syndrome de la page blanche et de ne pas avoir d'inspiration du tout en fait, et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez? Moi j'en suis jamais arrivé là. Mais par contre, il y a des projets qui sont plus ou moins compliqués et complexes à aborder, qui prennent plus ou moins de temps à naître. Mais grosso modo, les idées, c'est assez facile à avoir quand même. Il suffit de s'écouter un petit peu et d'avoir juste d'être vivant et d'avoir des envies. Mais une idée, en fait, c'est rien, hein. Les idées, je peux en sortir, là, dans l'heure qui vient, je peux en émettre 200 à 300. La question, ce n'est pas l'idée, hein. L'idée, d'ailleurs, ne se dépose pas en termes de droit d'auteur. C'est la formalisation de cette idée qui commence à prendre un sens. Et là, dans cette aventure, il y a l'idée, et puis après, il y a le dessin. Et après, il y a la construction de l'objet qui s'installe durablement dans les villes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Par contre, j'ai jamais séché devant une problématique parce que je pars du principe que tout sujet, en fait, comporte un cadre qu'on ne doit pas dépasser, mais que, par contre, en profondeur, on peut aller vers ce qu'on veut. Ce qui fait qu'on n'est jamais limité parce qu'il y a toujours moyen de rebondir. Ça m'est arrivé notamment, je dessine par l'éléphant, et j'apprends qu'il faut un escalier de secours. Alors vous imaginez, vous avez votre éléphant, il faut faire un escalier de secours. Donc, et plutôt que de se dire, on ne fait pas l'éléphant, on va se dire, mais comment je peux faire un escalier bien positionné, qui raconte une autre histoire, et qui finalement va venir enrichir l'aventure. Voilà. C'est comment rebondir sur se dire que vraiment tout est possible et tout est inventable. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Bonjour monsieur. Bonjour. Pour rebondir à la question précédente, je voulais savoir si vous avez dit que vous avez pas mal d'idées. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir eu un problème, un projet trop onéreux, un dépassement de délai, donc une impossibilité d'aboutir sur un projet ou de lancer un projet tout court? Ça, par contre, oui. ça m'arrive quotidiennement. Il faut savoir, sur 20 ou 30 projets que je fais, il y en a un qui va aboutir. Souvent, on m'invite pour dessiner un projet et je dessine, mais avec l'ambition, et je ne fais pas tellement attention au coût de l'aventure. Et finalement, des villes ont peur ou ne trouvent pas le financement. Là, c'est le cas, on est en train de travailler sur une gardienne des ténèbres pour le Hellfest. Le Hellfest paye la gardienne des ténèbres, mais n'a pas de quoi payer l'équipement qui permettrait de l'abriter, ce que j'appelle la porte des ténèbres. Et le département s'est retiré du financement, et ce qui fait qu'il ne peut pas continuer l'aventure. Donc on va se retrouver avec une machine qui ne pourra pas élire domicile dans l'endroit prévu parce que faute de financement. Mais ça, c'est un projet qui a commencé. Mais il y en a qui ne commencent jamais. Pour Ossillon, qui est une petite ville près de Mazamet, où à l'époque on tannait le cuir, j'ai créé un projet un petit peu ambitieux avec la créature de la montagne noire. Et très vite, le conseil municipal, dès que j'ai présenté l'aventure et que j'ai mis des coûts en face, même si on pouvait avoir la région, des financements, ils ont eu peur. Ils ne se sont pas sentis à la hauteur de relever ce défi. Et donc le projet a été annulé, abandonné. Donc c'est très fréquent. Merci infiniment François, merci aux étudiants d'être venus et merci à vous. Que l'on remercie encore très chaleureusement François. Merci de votre écoute. Merci encore.